Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Merci Finance Innovation de nous avoir permis de monter ce panel. Je suis Laurent de Bernède du cabinet de conseil Azuli, spécialisé dans le paiement, dans l'intégration de services de paiement et le développement de solutions innovantes de financement et de paiement. On a un panel très intéressant aujourd'hui pour aborder le sujet de l'euro numérique. Est-ce un vecteur, est-ce une opportunité? Où sont les craintes et les barrières? On a avec nous des opérateurs de marché, économistes et puis opérateurs d'infrastructures de paiement aussi avec Swift. Donc je vais laisser chacun des panélistes se présenter. Je ferai ensuite une petite introduction sur où en est l'euro numérique et puis on va attaquer le débat et les exposés. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Merci Finance Innovation pour votre confiance aussi. Moi, je suis Damien Patureau, cofondateur de Leasy, qui est une solution d'acceptation de paiement crypto pour le retail à grande échelle. Donc, on a lancé en juin 2022, notamment autour de la carte cadeau crypto Beaugrenelle, dont vous avez peut-être entendu parler l'année dernière. Et depuis, on a eu une belle croissance puisqu'on a signé plus de 1500 points de vente en France, avec un petit peu plus de 10 000 utilisateurs. Donc, on a une spécificité, nous, sur Leasy, c'est qu'on fait de la reversion en euros sur le compte en banque des commerçants. Ça veut dire qu'on garantit le chiffre d'affaires quand un utilisateur vient payer l'équivalent de 100 euros en bitcoin chez un retailer, on lui garantit d'avoir en tout cas 100 euros de chiffre d'affaires sur son compte en banque le jour d'après. Voilà, mais en tout cas merci à vous. Bonjour à tous, Marianne Demarquis, moi je dirige l'Europe de Swift. Donc Swift est une entreprise européenne, mais vraiment à portée internationale, qui est assez critique dans les rouages et l'écosystème des paiements internationaux, que ce soit les paiements d'ailleurs ou les titres financiers. Et notre mission, enfin notre objectif, c'est vraiment de connecter le monde économique et financier. Ça veut permettre aux entreprises, aux banques, aux particuliers de pouvoir commercer à l'international, de pouvoir effectuer et recevoir des paiements, de pouvoir investir, le tout au travers d'un réseau d'institutions financières, de 11 500 institutions financières dans le monde, et on couvre à peu près 200 pays. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ribaren, je suis directeur d'activité adjoint du conseil chez Galit. Galit, qui fait partie du groupe Soprasteria, est une société spécialisée dans les paiements. Donc on intervient sur toutes les facettes de la chaîne de valeur des paiements et on propose nos services pour accompagner des émetteurs, des acquéreurs, des processeurs sur leurs projets stratégiques des paiements, en particulier sur ces sujets crypto, blockchain et monnaie numérique de banque centrale, qui est un sujet extrêmement intéressant et avec un potentiel de disruption assez majeur de notre point de vue sur le secteur des paiements retail. Merci. Bonjour, je suis Nathalie Janson. Voilà, donc je suis un peu celle qui est différente du panel, puisque je n'ai pas un point de vue du secteur, mais plutôt de réflexion autour des projets, et notamment d'Eurodigital. Je suis spécialiste en fait en régulation bancaire et en tout ce qui est politique monétaire à la base. Et en fait, je me suis intéressée il y a maintenant très longtemps aux crypto-monnaies, notamment au Bitcoin depuis une dizaine d'années. Et puis évidemment, de fil en aiguille, comme les débats se sont déplacés, j'ai fini aussi par regarder de plus près les projets de monnaie banque centrale, voilà, dans un cadre aussi de politique monétaire. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jim Dora, je suis directeur général délégué d'un établissement de paiement. On intervient auprès de marchands, de places de marché, avec des services de type paiement as a service. On a aussi au sein du groupe une néobanque et des activités blockchain, notamment un jeu pléthore. Merci. Donc voilà, on a des opérateurs, des consultants qui sont en lien avec les banques, Galit, et puis l'infrastructure. On va pouvoir, je voudrais cadrer un petit peu le débat avec une petite mise à niveau sur où en est l'euro numérique, quels sont les objectifs, quelles sont les contraintes, où on en est en termes de timing aussi sur ce projet de la Banque Centrale Européenne et délégué et réalisé en lien avec les banques centrales des différents pays européens. Donc il y a deux objectifs affichés
par la Banque centrale européenne, qui sont d'une part de préserver le rôle d'ancrage de la monnaie de banque centrale, donc un rôle de conversion, un rôle de parité, avec une monnaie émise par la Banque centrale. Donc ça, on est dans un contexte où finalement il y a dans certains pays européens une baisse de l'utilisation des espèces, de l'utilisation du cash, donc beaucoup dans les pays nordiques jusqu'en Hollande même, où c'est significatif. Et dans ce cadre-là, eh bien, il est intéressant pour la Banque centrale de trouver une solution alternative pour permettre d'assurer la stabilité des systèmes économiques et financiers, et puis cette fameuse conversion et parité avec une monnaie de banque centrale. Ça, c'est un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est bien entendu de préserver l'efficacité économique et l'autonomie stratégique de l'Europe concernant les paiements, en facilitant l'émergence d'une solution, on va dire en facilitant l'émergence de solutions innovantes par le marché, par des opérateurs de marché, mais grâce à une centralisation finalement. Donc il y a un rôle de centralisation et d'unification des initiatives et de la fragmentation de toutes les innovations qui sont en train d'émerger à travers le monde et en Europe. Ça, c'est les deux objectifs affichés. Et puis après ça, bon, bien entendu, cet euro numérique est vu comme un complément des espèces et non pas un remplacement. Donc se posent des questions d'augmentation de la masse monétaire ou pas, etc. Il y a toutes sortes de choses dans le design du produit. Il y a un certain nombre de contraintes aussi liées à ce projet. Il y a des fortes contraintes juridiques qui sont présentes et qui sont adressées dans le cadre du projet. Il y a des contraintes techniques aussi. Donc les contraintes juridiques, je peux brièvement revenir dessus. Est-ce qu'il y a un cours légal ou pas? Il faut trouver un équilibre entre la confidentialité des données de paiement des utilisateurs, des citoyens et les besoins de lutte contre le blanchiment et les besoins réglementaires. Et, donc il y a toutes sortes de... Il y a un cadre juridique qui existe pour le paiement aujourd'hui en Europe et qu'il ne faut pas disrupter, mais qu'il faut adapter. Et ça, voilà, c'est une contrainte dans le temps et qui nécessite pas mal de travail. Il y a une contrainte technologique aussi, il y a des choix technologiques à faire importants. Est-ce que c'est centralisé, décentralisé, blockchain, DLT? Tous ces choix-là sont à l'étude, mais ne sont pas faits aujourd'hui. Et voilà, il ne faut pas se louper. Ce sont des choix importants. Et puis, il y a des contraintes de design aussi, de design du produit, de cet euro numérique. Des niveaux de plafond pour éviter une fuite des dépôts des banques qui servent à faire des prêts vers l'euro numérique. Éviter que ce soit thésaurisé, utilisé pour de l'investissement, de la spéculation, mais bien du paiement. Donc ça, il faut designer le produit dans ce sens-là. Il y a toutes sortes de... Voilà, éviter des effets de bord, toutes sortes de contraintes à prendre en compte. Et pour y arriver, la Banque centrale s'est engagée dans un projet, la Banque centrale européenne, avec une méthodologie qui implique les banques centrales nationales et qui implique aussi tous les opérateurs de marché. Donc des opérateurs d'infrastructure comme SWIFT, des opérateurs qui peuvent être fournisseurs de technologies, ou bien fournisseurs de services. Et donc il y a eu des expérimentations pour l'utilisation de l'euro numérique dans la banque de gros qui ont déjà été faites et dans lesquelles il y a eu des enseignements déjà tirés. Et là, ils se sont embarqués en juillet 2021 dans une expérimentation avec un prototypage qui va durer quelques années pour l'euro numérique pour les usages retail. On est aujourd'hui, donc je vous donne rapidement, parce que je passe la parole, aujourd'hui le timing c'est prototypage encore jusqu'à mi-2023, analyse des résultats et engagement des chantiers juridiques, techniques et autres pour constituer une feuille de route jusqu'à fin 2023. Décision go-no-go d'aller vers une expérimentation sur le marché à la fin de l'année. Et cette expérimentation, elle va durer probablement plus d'1 an. Et donc, si il y a une décision d'émettre un euro numérique par la Banque centrale européenne, on n'en verra pas vraiment, il ne sera pas émis avant encore quelques années, 2025-2026.
Donc on n'y est pas encore, il y a beaucoup de questions à régler. Ces questions, on va essayer de les adresser dès maintenant, avec une première question pour Guillaume. Alors Guillaume, tu es très impliqué, très en lien avec les banques chez Galit. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous détailles un petit peu quelles sont les contraintes envisagées par l'émission de cet euro numérique et puis comment il va fonctionner, si tu peux donner ce petit contexte. Bien sûr. En effet, c'est un sujet vaste, compliqué. C'est un sujet qui va devenir le quotidien de tout un chacun, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué d'expliquer simplement ce qu'est l'euro digital. Mais je vais essayer de relever ce défi. Concrètement, l'euro digital, ce sera une nouvelle forme de monnaie de banque centrale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la première et la plus connue, la forme la plus connue qu'on a dans notre poche, ce sont des pièces et des billets. Alors, les pièces sont frappées par les États, c'est l'apanage des États, puisqu'il y a là une face avec qui dépend du pays qui a émis la pièce, et le billet, lui, est centralisé, émis par la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fiduciaire, c'est notre lien avec la Banque Centrale Européenne. La monnaie de banque centrale existe aussi sous un format scriptural, donc là c'est un peu technique, mais les réserves bancaires sont en monnaie de banque centrale, c'est du cash, mais bon, qui est dans un format sous forme de compte, évidemment. Et là, on est en train de se dire qu'on crée un troisième format numérique, pour le coup, qui serait utilisable pour des paiements grand public. Donc au lieu d'utiliser mon billet de banque qui est dans ma poche, sous un format papier, j'aurai des euros numériques, une sorte de token digital dans mon téléphone, ou dans un autre support qui pourrait être par exemple une carte à puce, pourquoi pas, ça marche bien aussi. Et dans ce support physique, j'aurai l'équivalent de billets numériques. Voilà. Mais alors ça veut dire que j'aurai des billets qui peuvent être d'un montant avec des décimales par exemple. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles sont d'ores et déjà les contraintes qu'on sait qui seront imposées par la Banque centrale? Déjà, le support de l'euro numérique sera limité à 1 par personne. Donc ça a déjà été acté. Ça veut dire que chacun pourra se prévaloir d'avoir un wallet, un compte en euro numérique, mais il n'y en aura qu'un seul par personne, un peu comme le livret A. Je vous rappelle que le livret A est un produit réglementé. On ne peut pas en posséder plus d'un seul. Donc déjà, ça va poser la question, quand un client va vouloir ouvrir un compte en euro numérique, un wallet, il va falloir vérifier s'il n'en a pas déjà. Donc ça va ouvrir des grands débats sur justement la privacy, comment s'assurer que on peut simplement tracer que quelqu'un en a ou pas pour justement lui ouvrir. Ça, ce sera la responsabilité des banques. Et dans ce wallet, on ne pourra pas, ce ne sera pas open bar, on aura un plafond. On ne pourra pas stocker plus d'un certain montant qui, lui, n'est pas défini. Donc j'aurai un portefeuille, mais je ne pourrai pas mettre plus qu'un certain nombre de billets dans ce portefeuille. Ça, c'est les contraintes qu'on a commencé à voir apparaître. Alors, aujourd'hui, l'euro numérique est en train d'être structuré. Il est défini par la Banque Centrale Européenne. Tout ça sera soumis, évidemment, au vote du Parlement. On est en démocratie. Donc, il y a quelques principes que je vais vous expliquer. Donc, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a l'utilisateur final que je vous ai décrit, la banque centrale qui est l'émetteur centralisé qui va avoir ce rôle régalien d'émettre la monnaie, et entre les deux, un intermédiaire qui sera un acteur supervisé, un payment service provider, une banque ou un établissement de paiement ou de monnaie électronique, qui aura le rôle de gérer le client, l'onboarder, lui faire le KYC, gérer son compte, etc. Donc ça restera bien de la responsabilité des banques commerciales. Donc un peu comme aujourd'hui, vous allez au distributeur au coin de la rue, c'est un distributeur d'une banque de détail, vous mettez votre carte, vous tirez de l'argent, l'argent a été imprimé par la banque centrale, mais a été distribué par une banque commerciale. C'est un peu pareil avec l'euro numérique. Il sera distribué par votre banque de détail ou votre fournisseur de wallet de détail qui vous aura onboardé, qui vous aura fait votre KYC. Alors, les limites qu'on a évoquées, c'est pour se prémunir contre un risque très très fort qui est le risque de fuite de dépôt. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Aujourd'hui, vous avez votre compte en banque, c'est une dette, une créance de votre banque commerciale. Si vous avez de l'argent auprès de cette banque-là, c'est de l'argent que cette banque vous doit.
Si vous avez 100 euros dans votre poche dans un billet de 100 euros, c'est on va dire un liability, comme on dit en bon anglais, de la Banque centrale, ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. Donc d'ailleurs, il y a eu des débats sur est-ce que c'est une vraie créance, pas une vraie créance. Moi, je ne suis pas économiste, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais quoi qu'il en soit, la relation contractuelle n'est pas la même. Dans un cas, billet de banque, c'est auprès de la Banque centrale. Dans un cas, compte en banque, c'est auprès de votre banque commerciale. Et imaginez que tout le monde décide de sortir ses dépôts pour les mettre en monnaie de banque centrale. C'est un peu comme si vous téléchargiez, vous alliez retirer tout l'argent en cash pour mettre des billets sous votre matelas. C'est possible en théorie. Bon, après, ça pourrait poser des problèmes de risque, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on appelle la fuite des dépôts. Donc, s'il n'y a plus d'argent sur votre compte et que tout le monde fait pareil, on appelle la banqueroute. Les banques n'ont plus la capacité. Déjà, est-ce qu'elles ont assez de réserves pour sortir le cash? Ça, c'est pas totalement sûr. Donc, ce serait une crise majeure si tout le monde sortait ses dépôts pour les mettre en monnaie de banque centrale. Donc la Banque centrale l'a bien compris, c'est pour ça qu'il y aura des limites. Je ne pourrais pas mettre toute mon épargne en monnaie de banque centrale, en euros numériques, parce qu'évidemment, ce serait extrêmement néfaste au système bancaire et au financement de l'économie, puisque je vous rappelle que... Voilà. Donc, tout ça pour dire que, globalement, l'euro numérique va permettre de faire pas mal de choses. On pourra payer en face à face, on pourra payer à distance, on pourra payer entre particuliers, payer des gouvernements, payer des entreprises. Et la façon dont ça fonctionnera, ce sera par exemple du QR code, des choses qui existent déjà. Ça pourra fonctionner par API, ou ça pourra fonctionner aussi en sans contact. Donc c'est en train d'être développé. Donc j'aurai mon wallet dans mon téléphone et je pourrais faire un paiement d'un certain montant. Alors avec des cas un peu subtils, du genre si j'ai pas assez d'argent dans mon wallet en euros numériques, je pourrais à la volée chercher de l'argent sur un compte de banque commerciale. Et vice-versa, si dans mon wallet, j'ai presque atteint le plafond et que je reçois une certaine somme qui va me faire dépasser mon plafond, et bien là aussi, on pourra aller déverser le surplus pour surtout pas franchir la limite sur un compte de banque commerciale. Donc tout ça est en train de se structurer. Je résume avec les risques. Un risque des dépôts, ça c'est vraiment majeur pour les banques. Un risque sur l'adoption. Comment expliquer la proposition de valeur pour les clients finaux? Comment, on a évoqué Monsieur Michu, Madame Michu, ça va être quand même compliqué d'expliquer ce que c'est. Bon, ça, ce sera la responsabilité des banques de faire une offre marketing pour expliquer ce que c'est. Un risque, c'est vrai aussi stratégique, le risque à ne pas le faire. Aujourd'hui, il y a des instruments émis par des entreprises privées, des stablecoins, qui ont des velléités de pouvoir et de puissance, des acteurs comme les GAFA, ou même la Chine qui a lancé un instrument aussi assez populaire. Et donc l'Europe se doit de reprendre la main d'un point de vue souveraineté, d'être maîtresse de son destin sur cet instrument qui sera l'euro numérique. Donc beaucoup de questions, les choses avancent, c'est un sujet à la fois très technique mais également réglementaire, juridique, et voilà, donc moi je suis assez enthousiaste, je pense qu'on aura encore des sujets de réflexion, mais c'est l'occasion vraiment d'avoir des choses très innovantes comme par exemple du paiement conditionnel, faire des transactions automatisées, du paiement à la livraison, des choses par exemple sous telle et telle condition le paiement aura lieu, puisqu'en fait l'euro numérique permettra sous sa forme digitale le conditionnement des paiements. Alors là aussi, un point important qui a été évoqué, la monnaie numérique en tant que monnaie restera une monnaie fongible. Ça veut dire qu'un euro en euro numérique sera le même qu'un euro en cash, un euro en scriptural. Donc la monnaie en tant que telle ne sera pas programmable. Contrairement à d'autres monnaies qui le seront. Par exemple, je pense à la Chine qui a fait une monnaie programmable. L'euro numérique en tant que tel ne sera pas programmable. C'est-à-dire que 1 euro en euro numérique aura bien la même valeur qu'un euro en cash. Alors ça va mieux en le disant, ça paraît évident, mais la parité sera structurellement garantie par la Banque centrale. En revanche, l'euro numérique permettra des choses, par exemple, qui dit, sous telle et telle condition, le paiement a lieu de manière automatique, en euro numérique. Ou, par exemple, on va faire un paiement à plusieurs, avec telles conditions, et en euro numérique, la transaction pourra se faire de manière très, très automatique. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet exposé très clair, et je pense que c'était important d'établir ces bases pour la suite des débats. On a bien compris que c'était que l'euro numérique servait au paiement uniquement, c'était pas pour du financement, pas pour de l'épargne, pas pour tout ça. C'est très important. Et du coup, je vais poser une question à Marianne. Marianne, vous êtes opérateur de paiement dans le monde, à travers le monde. La question, c'est quel rôle pourrait jouer SWIFT avec cet euro numérique et dans cette nouvelle infrastructure qui va se mettre en place? Quel intérêt vous y voyez? Ou est-ce une opportunité? Et donc, je te passe la parole pour nous expliquer un petit peu le regard de SWIFT sur ce sujet.
Très bien, merci Laurent. En fait, on parle beaucoup d'euro digital, et effectivement, ça va être dans notre quotidien dans quelques années, normalement. Mais il faut savoir qu'il y a 110 pays dans le monde qui sont en train d'étudier les monnaies numériques banque centrale. Donc 110 pays qui représentent 95% du PIB mondial. Et d'après le Digital Monetary Institute, on a 25%, donc à peu près une 25-30 banques centrales qui ont déclaré émettre des monnaies numériques banque centrale dans les 2 ans. Donc ça va être une réalité, et ça va être une réalité dans le sens où il y aura plein de monnaies numériques banque centrale dans le monde. Or, quand on regarde un peu et quand on analyse un peu le sujet et les raisons pour lesquelles et la façon dont les banques centrales vont émettre ces monnaies numériques banque centrale, en fait, on se rend compte que les raisons sont très différentes. Dans certains pays, le motif est essentiellement d'inclusion financière, puisqu'il y a peu de bancarisation, par exemple, dans certains pays. Dans d'autres, ça va être de digitaliser l'économie. En Europe, ça va être de maintenir aussi notre souveraineté, notre souveraineté et notre autonomie stratégique. Donc les raisons sont diverses, mais aussi la façon d'implémenter. Donc on l'a vu en Chine, c'est très différent d'autres monnaies numériques qui ont déjà été lancées. Donc les technologies sont différentes. Il peut y avoir des technologies DLT ou non DLT. Les protocoles sont différents, les standards sont différents. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Il peut se passer effectivement, comme les banques centrales ont forcément une optique nationale, le pays ou régionale, et pas forcément cross-border, enfin international, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que vous ne pourriez pas du tout utiliser votre euro numérique ailleurs, en fait, et ça ne pourrait pas être échangé. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est vraiment une fragmentation des paiements. Donc, on a déjà, et on anticipe déjà une fragmentation du marché des paiements, évidemment en lien avec la géopolitique, mais également en lien avec toute cette innovation où on va avoir potentiellement des îlots numériques qui ne se parlent pas et qui ne se connectent pas. Donc le rôle de SWIFT, on transfère de la valeur, le rôle de SWIFT est de transférer de la valeur dans le monde, quelle que soit sa forme. Donc comme on anticipe effectivement la création de ces monnaies numériques banque centrale, notre rôle sera d'assurer vraiment l'interopérabilité, l'interconnexion déjà entre toutes ces plateformes de monnaie numérique banque centrale et l'interopérabilité. Alors interopérabilité, je vais vous donner juste je ne sais pas si vous connaissez tous ce que ça veut dire, mais par exemple, vous avez tous un téléphone portable, vous avez des iPhones, des Samsung, vous êtes chez Orange ou chez British Telecom, j'en sais rien, vous avez différents dans le monde, différents opérateurs. Mais vous pouvez recevoir un SMS, quel que soit, ou un mail, quel que soit l'opérateur, quel que soit le support physique. C'est ça l'interopérabilité. Et donc l'objectif de SWIFT, c'est de pouvoir assurer l'interopérabilité et également d'éviter aux banques de se connecter elles-mêmes à 50 plateformes de monnaie numérique de banque centrale. Donc ça c'est vraiment notre point. Alors, bon, comment on a vérifié cette hypothèse en fait ? Donc on a fait des expérimentations un peu in-house, mais on a également fait une grande expérimentation à grande échelle où on a rassemblé en fait un écosystème de banques centrales et de banques commerciales. Donc on avait une quinzaine de banques centrales et commerciales. On avait notamment en Europe la Bundesbank, la Banque de France, Société Générale et BNP Paribas et UBS. Puis on avait d'autres banques internationales où on leur a demandé de se réunir en fait et de pouvoir tester en grande nature, justement une expérimentation de transfert de monnaie numérique banque centrale, alors non seulement entre elles, puisqu'il y avait dans notre expérimentation, il y avait 2 simulations de monnaie numérique banque centrale utilisant 2 technologies DLT différentes. Donc pour les spécialistes, une technologie Corda et puis la blockchain, enfin la DLT Quorum, d'une part, et puis donc de s'assurer que ces 2 monnaies numériques banque centrale puissent s'échanger entre elles, mais également avec les monnaies fiat, parce que notre monnaie traditionnelle, il y en a qui auront des euros, des digital euros, enfin des euros digitaux, et puis des euros normaux, si je puis dire. Et donc c'était assez intéressant en fait cette expérimentation, parce que ça a montré
d'une part, l'intérêt, en fait. Il y a vraiment eu beaucoup d'intérêt de la part des banques centrales et des banques commerciales, à tel point qu'on va faire une autre expérimentation. On va faire 2 autres expérimentations. Une dédiée aux banques centrales avec de nouvelles fonctionnalités propres aux banques centrales, et puis une autre réunissant encore un écosystème bancaire et financier autour de cette expérimentation avec des nouvelles technologies, donc on va intégrer pas que Corda et Quorum et Hyperledger Fabric ou d'autres technologies. Donc ça, c'est le premier enseignement, donc de l'intérêt. Et deuxième enseignement, c'est, oui, effectivement, ça a de la valeur d'interconnecter toutes ces monnaies numériques banque centrale. Et ça permet, et on arrivera à le faire, et notre solution, qui va maintenant falloir scaler, permettra de le faire. Et un deuxième petit point, alors là je change de chapeau, je suis plus Swift, je suis Paris Europlace, que je suis présidente du comité finance numérique et cas d'usage, donc c'est vraiment l'utilisation de la blockchain et des technologies DLT au sein des marchés financiers et de capitaux et comment ça peut améliorer le financement de l'économie. Et donc là on s'est interrogé sur plusieurs cas d'usage, dont un qui était la tokenisation des actifs financiers, c'est-à-dire l'émission de titres financiers, des actions, des obligations, mais aussi de fonds directement sur des infrastructures de marché non plus classiques, mais utilisant des infrastructures de marché DLT. Et notamment, puisque depuis le 23 mars, il y en a le régime pilote européen, je ne sais pas si vous êtes familier avec cela, mais c'est l'Europe a permis une sorte de sandbox réglementaire qui permet une expérimentation pendant 3 ans, puis 3 ans renouvelables, et qui permet justement la cotation sur des plateformes, le listing, la cotation de titres financiers qui seraient tokenisés. Et là, et donc je fais le lien et j'arrêterai là, nous on appelle à ce qui est un actif de règlement on-chain, sinon c'est compliqué, il y a des titres financés sur une infrastructure et puis le cash sur l'autre. Donc la patte cash, il faut qu'elle soit intégrée sur la blockchain, et là on appelle effectivement un actif de règlement banque centrale, wholesale pour le coup, qui serait utilisé pour les échanges de gros et pour pouvoir favoriser cet écosystème en France et de devenir une économie en France numérique qui permet la tokenisation de l'économie. Bravo. Non, c'est très important, l'interopérabilité. Il est évident que Louis Vuitton serait très très désolé si les clients chinois ne pouvaient pas utiliser leur yuan numérique quand ils viennent faire du shopping à Paris sur un wallet, et vice-versa pour les clients européens qui voyagent à travers le monde. Très important, on va descendre d'un étage et je vais demander à Damien, qui est en lien avec les marchands, puisque tu fais de l'acceptation de paiement crypto pour les marchands, de nous parler un petit peu de leurs attentes, de leurs craintes face à cet euro numérique, avec des exemples le plus concrets possible pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire pour les marchands. Ouais, alors avant de rentrer dans la granularité du marchand, j'aimerais juste remonter peut-être un petit peu d'un cran pour parler un peu de la perception de l'euro numérique dans notre écosystème, l'écosystème crypto pour le coup, qui est forcément un petit peu différent d'un positionnement banque traditionnel. En tous les cas, l'euro digital, les CBDC de façon très globale, sont d'un point de vue de la communauté crypto aujourd'hui, vu d'un œil qui pose énormément de questions, notamment sur la traçabilité et la programmabilité du coup de ce qu'on va pouvoir en faire. L'exemple dont vous avez parlé tout à l'heure autour du e-yuan en est un exemple absolument parfait dans les cas d'usage, dans ce qu'on peut en faire, dans la programmabilité de la monnaie, ce qui peut être parfois effrayant et déroutant. Mais en fait, dans le fond, c'est plutôt 2 modèles qui s'opposent. C'est la centralisation contre la décentralisation. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un monde centralisé, on a besoin de gouvernance, on a besoin d'avoir de la souveraineté sur la monnaie, ça c'est un fait. Maintenant, on a aujourd'hui des classes d'actifs que sont les cryptos, qui sont quand même en train d'envahir notre quotidien. J'ai vu l'étude récente là, de KPMG et de la DAN qui précise que 12% de la population française a aujourd'hui de la crypto, c'est un fait. Donc,
aujourd'hui, notre position sur les CBDC, sur l'euro digital, il faut qu'il soit, et ça c'est évident, inclusif, c'est-à-dire qu'il doit prendre en considération ce qu'est cet écosystème aujourd'hui. On ne doit pas le faire n'importe comment et de n'importe quelle manière, ça c'est vraiment important. On doit prendre en considération aussi en fait, le monde à deux vitesses dans lequel on vit. C'est une réalité aujourd'hui. On a l'Occident et puis on a les pays en voie de développement. Le paiement peer-to-peer, pour rentrer dans la granularité, pour le coup, c'est une raison d'être pour des pays où il n'y a pas de bancarisation ou très peu de bancarisation. Donc les CBDC peuvent avoir un rôle important pour la bancarisation, notamment dans ces pays-là. En Occident, j'ai envie de dire, le sujet est plutôt très différent dans l'approche qu'on peut en faire, et t'en parlais à juste titre du coup dans toutes les expérimentations que vous avez faites. Moi, mon point de vue, c'est que les CBDC doivent connecter en fait les écosystèmes, et l'interopérabilité dont on parle, pour moi, elle doit être aussi bien dans l'écosystème bancaire traditionnel que dans l'écosystème Web3 et crypto, puisque aujourd'hui, c'est des classes d'actifs qui sont utilisées. Et donc, c'est un vrai enjeu, un vrai sujet pour nous qui faisons en plus du paiement crypto et qui connaissons les difficultés de ce que peuvent être ces actifs-là, en tout cas à manipuler en tant que moyen de paiement. C'est important que du coup, on ait cet actif-là, le cas échéant, l'euro digital, qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse nous aussi le manipuler. Après, voilà, plus globalement, pour rentrer dans notre cas d'usage, en étant assez pragmatique, la difficulté qu'on a aujourd'hui, nous, quand on fait du paiement crypto, c'est surtout au niveau des différentes étapes de conversion en fait, qu'on a. Et donc la difficulté, c'est d'avoir aujourd'hui, dans l'écosystème crypto, une mainmise des stable dollars, on va dire, qui ne sont pas forcément, on va dire, les plus vertueux. On a une opportunité aujourd'hui en Europe, et j'espère qu'on s'en rend compte, c'est que la réglementation en Europe, en tout cas la France a une position assez claire sur la réglementation des cryptos, etc. Et il y a une vraie opportunité aujourd'hui qui est en train de se créer au niveau de l'Europe sur cette notion de stable euro notamment. Donc la plupart aujourd'hui le marché américain, quand on regarde la régulation au niveau des États-Unis sur le monde crypto, on se rend compte que du coup le cadre n'est pas clair. Du coup on a beaucoup d'émetteurs de stable dollars notamment qui sont en train d'arriver en France. Je pense à Circle notamment qui vient de faire un beau move et vient d'installer ses bureaux sur Paris notamment. Ça montre en fait qu'on a une vraie opportunité autour de ça. Ça met en exergue aussi que l'euro digital doit savoir demain composer avec les stables. Donc là, c'est un vrai sujet. C'est toujours pareil. Hein. Pour moi, c'est un choix entre la centralisation et la décentralisation. Alors même si certains stablecoins sont plutôt centralisés, voilà, on est d'accord. Donc c'est aussi à nous, en tant qu'écosystème, à réfléchir peut-être différemment sur le comment devrait fonctionner le stable euro, mais bon, c'est pas le sujet tout de suite, mais il y a des vrais enjeux sur tout ça. Nous, notre point de vue en tous les cas, c'est que l'euro digital demain va booster le développement en fait du paiement digital par QR code, etc. Donc ça c'est top, c'est bien parce qu'en termes d'usage, ça va booster en fait ces usages-là et ça c'est vraiment très très important. Donc on le voit plutôt comme une opportunité. Après notre point de vue évidemment, c'est de pas le faire n'importe comment, c'est d'être le plus inclusif possible. Ça c'est fondamental pour que en fait ça réunisse un petit peu nos deux mondes. Alors j'aime pas forcément être antagoniste sur ce qui est du coup la finance traditionnelle et la CeFi, la DeFi, etc. et le Web3. Mais en tous les cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces deux mondes doivent converger les uns avec les autres. Et l'euro digital doit être en fait une superbe opportunité pour que ces deux mondes puissent se parler et qu'on ait enfin cette interopérabilité et qu'on crée quelque chose avec un modèle européen. Et ça, c'est vraiment important. Oui, c'est très important. C'est peut-être effectivement, et c'est un des objectifs de la Banque centrale dans cette phase d'expérimentation, c'est justement d'être ce liant, d'apporter une dose d'unicité et rassurante pour les particuliers, pour favoriser l'adoption des cryptos, pour favoriser leurs usages. Et pour justement limiter l'effet granularité et technologies non interopérables, parce que c'est compliqué de passer d'une crypto à une autre. On voit qu'il y a des paires qui marchent, des paires qui ne marchent pas sur les exchanges. Je ne sais pas si vous faites partie des 12%, mais c'est compliqué. Et donc, pour favoriser ça, je pense que l'euro numérique a vraiment un rôle à jouer. Pour moi, c'est plutôt aussi une opportunité. On va regarder maintenant
cette opportunité avec Jim, du point de vue non plus des marchands, mais peut-être des utilisateurs. Parce que Jim, toi, vous êtes en lien avec des communautés qui utilisent déjà beaucoup les cryptos. Que ce soit le gaming, que ce soit, tu vas nous en parler. Et du coup, là, c'est pareil. Quelles sont les craintes, quelles sont les attentes, est-ce qu'il y a un sentiment de rejet ou est-ce qu'au contraire, il y a plutôt une opportunité qui est perçue? Oui, effectivement. Oui, alors du coup, notre établissement de paiement a été créé en 2007, donc on a eu beaucoup d'acteurs du jeu vidéo. Donc, au travers de l'établissement de paiement, comme on a aussi une néobanque, on arrive à avoir un petit peu toute la communauté jeune qui s'intéresse à la partie néobanque. Et du coup, je pense que je vais revenir au tout début de la conférence. J'aimerais aussi effectivement m'intéresser à Madame Michu et peut-être aussi à la e-boucherie Chanzo. Parce que du coup, on a effectivement, à mon avis, aussi à regarder un prisme. Et là, on a parlé beaucoup, c'était très intéressant, on a beaucoup d'expérimentation. Et je voudrais reparler un petit peu de la partie consommateur. Ce qu'on observe, nous, en fait, au niveau des attentes, donc ça, c'est un petit peu ce que disait Damien, c'est très intéressant. On a sur les consommateurs des attentes au niveau de stablecoin. Ça, c'est une évidence. Voilà, là, c'est pas le sujet. On a compris que c'était pas le sujet. Les marchands, ils ont aussi des attentes très spécifiques. Ils veulent, par exemple, ne pas avoir d'impayé. Donc ça, on va dire, c'est coché par les blockchains normalement. Ils veulent une monnaie stable. Ça, on en a parlé. Ils veulent pouvoir avoir aussi des clients. Donc en fait, un moyen de paiement qui est diffusé. Donc je pense qu'il faut toujours s'intéresser en fait quelle va être la valeur ajoutée pour les marchands. Aujourd'hui, les marchands, ils veulent pouvoir thésauriser éventuellement en crypto. Alors, on voit que l'euro numérique ne sera pas forcément la passerelle. Le marchand, il veut pouvoir faire payer beaucoup plus. Alors, on a des systèmes pour pouvoir faire payer beaucoup plus, des billets d'avion. Donc, la vraie question qui se pose, c'est aujourd'hui, le consommateur, même s'il est dans une néobanque et qu'il est très intéressé par... il est digital natif, donc il veut payer avec des solutions numériques. Il s'intéresse aux cryptos, donc il dit ouais, c'est super cool si j'ai un euro numérique. En même temps, si l'euro numérique c'est juste un peu d'espèces où il peut payer un peu sa baguette, juste un petit peu comme Apple Pay, il faut se poser la question. Il a aussi des cryptos, 12%. Donc il y a 12% de personnes qui ont des cryptos. Je fais quoi avec mes cryptos? J'ai pas envie de me mettre dans un stablecoin. Ce serait dommage de ne pas lui donner une solution. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il est toujours en recherche de solutions. On voit aussi beaucoup de personnes qui... Alors évidemment, c'est dangereux. Hein. Il y a des investissements crypto très dangereux. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dans n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que l'appétence, elle est là. Et même auprès des marchands, nous, on a fréquenté énormément de micro-entrepreneurs, de petites entreprises. Ils veulent placer leur trésor dans des choses plus risquées. Même une partie. C'est une stratégie comme une autre. Et donc, ils savent aujourd'hui que c'est très risqué parce qu'ils vont vers des acteurs crypto et c'est pas interconnecté. Et après, pour faire, Damien a très bien parlé, je voulais parler un petit peu de la cryptosphère que je ne représente pas spécifiquement, mais qu'on côtoie avec un jeu Play to Earn qu'on a développé et d'autres projets blockchain qu'on a dans le groupe. Il y a énormément d'attentes. C'est-à-dire c'est vraiment une opportunité, cet euro numérique, pour se dire, est-ce qu'effectivement on ne peut pas faire une connexion? Les gens de la cryptosphère, nous on est établissement de paiement, donc on n'a pas énormément de problèmes pour être connecté à la finance, mais dès qu'on a eu des clients dans la cryptosphère, on voyait qu'ils étaient très apeurés de pouvoir entrer. Leur première question, c'est comment je peux faire de la conversion entre des fiat, des euros et des bitcoins, Ethereum, et je veux le faire et c'est normal, mais j'y arrive pas. Donc ça, c'est une vraie problématique et c'est existant. Donc partir de l'existant et de se dire, ça c'est là, il y a un besoin. Voilà, pour moi, c'est l'essence des choses. Évidemment qu'on doit développer un framework, une interconnexion. Mais là-dessus, les marchands n'iront sur la solution de paiement que si les utilisateurs ont un intérêt. Et ces utilisateurs, en premier lieu, ils ont des cryptos, ils voudraient passer sur un stablecoin et pas un qui va s'écrouler parce qu'il n'est pas stable, par exemple. Donc c'est vrai que la question du stablecoin est toujours intéressante et reviendra. Et après, il y a les questions de niveau, les peurs d'avoir des euros numériques qui ont des plafonds trop hauts.
on connaît bien la régulation de la monnaie électronique, il y a eu des paniers, ces paniers étaient baissés. Aujourd'hui, avec la blockchain, on répond quand même à beaucoup de problématiques de traçabilité, donc ça c'est vraiment super en termes de fraude pour les marchands, enfin anti-fraude pour les marchands, de l'autre côté LCBFT pour nous. Donc il y a une vraie opportunité à connecter les mondes pour moi, et cette connexion, c'est ce qui rendra, à mon avis, l'Europe assez forte sur ce sujet. Bon, on voit que cette expérimentation, elle est nécessaire. On voit qu'il y a des attentes. On voit que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y a probablement une opportunité. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que la Banque Centrale Européenne va s'engager vers l'émission d'un euro numérique. Ils n'ont pas pris la décision. Ils n'ont même pas pris la décision encore d'aller vers une expérimentation sur le marché. Ça se fera, comme je l'ai dit, fin 2023. Et on va peut-être passer là on va prendre un petit peu de hauteur du coup maintenant avec Nathalie qui va nous expliquer les opportunités et les risques que l'euro numérique pourrait comporter ou pourrait apporter plutôt sur la stabilité financière, d'une part, et puis est-ce que cet euro numérique est une réelle opportunité pour les consommateurs? Quel est le risque que ce ne soit jamais adopté, que ça n'apporte pas assez de valeur? Eh bien, merci beaucoup. Oui, en effet, je vais essayer de réaliser cet exercice délicat, de conclure sur un peu une perspective. Alors, faut garder en tête en fait plusieurs choses. Aujourd'hui, finalement, les stablecoins qui sont réellement déployés à grande échelle, le premier, c'est celui du Bahamas. Bon, il n'a pas été sous des bons spotlights dernièrement, mais effectivement, le SIND de Bahamas est bien déployé à grande échelle et lui répond bien à une problématique d'inclusion. Donc voilà. Donc en effet, nous, le challenge, c'est dans des grands pays, c'est est-ce qu'on va réussir, enfin, voilà, est-ce que ça va vraiment représenter une opportunité? Et on voit là aussi une autre actualité, que finalement les États-Unis sembleraient se diriger vers un début d'expérimentation. Enfin, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Bon, là, il y a un projet de loi qui est en discussion actuellement où il est à l'ordre du jour à nouveau. Donc on voit bien qu'on a quand même des extrêmes. On a effectivement la Chine qu'on sait déjà en avance, mais ce n'est toujours pas une expérimentation à grande échelle. Ils sont toujours sur des zones de test et avec des objectifs qui sont effectivement différents des nôtres. Donc voilà, si on essaye prendre un peu de hauteur un peu rapidement, en fait, on voit que les enjeux, il y en a quand même deux. Il y a l'adoption, parce qu'effectivement, même si c'est compliqué derrière, au niveau de la compréhension, Madame Michu, en fait, ce qu'elle aime, c'est que, en fait, si c'est facile, eh bien, en fait, elle l'adoptera. En fait, on ne sait pas comment marche une carte bancaire, je pense la plupart d'entre nous, enfin voilà, ça ne nous empêche pas de l'utiliser. Donc, en fait, le degré de difficulté technique n'est pas franchement celui qui est la barrière, c'est vraiment de savoir est-ce qu'effectivement c'est hyper facile à utiliser. C'est ça qui va l'emporter. Et là, effectivement, il peut y avoir des barrières. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vers une économie qui est de plus en plus digitalisée. On a une baisse du cash. Mais en effet, si on prend comme référence le pays qui a vu la baisse de son cash la plus drastique, qui est la Suède, qui a commencé dans le début des années 2000, ben aujourd'hui, le e-krona n'est toujours pas là. Ils sont dans la phase 3. Ils ont expérimenté. Visiblement, il y a quelques petits points à revoir sur la partie où effectivement les paiements ne seraient pas enregistrés en ligne, qui effectivement n'a pas l'air très facile à résoudre. Mais on voit bien que bon, voilà, ils sont quand même à la phase 3, c'est toujours pas là. Pourtant, c'est un pays qui a des transactions, la part du cash est à 5%. Donc 5% des transactions, pas du PIB. Hein. Donc c'est vraiment très très bas. Et par rapport à nous, l'Europe, où la part du cash est quand même encore significative, elle représente 10% du PIB. Dans certains pays, elle peut atteindre 70% des petits montants. Donc on est quand même, on est quand même dans des proportions assez grandes. Et une des raisons aussi qui peut expliquer que les gens aient envie du cash, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a effectivement il y a une dimension de traçabilité, mais aussi traçabilité va aussi avec l'évasion fiscale. Donc tous les pays, effectivement, on est plein de pays en euros, donc on peut se dire qu'en fait il va y avoir plein de réponses différentes. C'est-à-dire qu'il y a des pays où peut-être on n'aura pas envie, et puis il y a des pays où on aura plus envie. Donc on n'a pas la même appétence, si vous voulez, par rapport au sujet de traçabilité et qui peuvent être liés à l'évasion fiscale aussi, et qui pourraient expliquer que même si potentiellement il y a une adoption, elle ne sera peut-être pas si massive que ça. Donc il ne faut pas sous-estimer la problématique d'adoption.
parce qu'elle représente une part importante. Et par exemple, aux États-Unis, la privacy, c'est l'élément clé dans tous les débats. Parce qu'en fait, et c'est pas seulement, alors évidemment, dans les 2 derniers drafts de l'euro digital, il est bien précisé qu'effectivement, il n'y aura pas accès aux données, qu'on va avoir un plafond en dessous duquel, pareil, il y aura du offline. Mais le problème, c'est que c'est aujourd'hui et demain. Si quelqu'un de malveillant est à la tête du pays, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça, c'est très présent dans les discussions. Et il ne faut pas sous-estimer aussi cet aspect-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, oui, mais demain, quid? Un autre aspect aussi important, et là plus technique en termes de... Parce que des bénéfices attendus de l'euro digital, ce serait effectivement en matière de politique monétaire et puis de gestion de la monnaie. Alors là, on a bien vu, effectivement, l'euro digital a aussi tout de suite répondu à une autre limite, enfin une autre objection très forte qui est arrivée très vite, c'est de se dire, mais si l'euro digital est géré par la Banque centrale, quid des banques? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? On va avoir une désintermédiation totale. Bon, il ne faut pas non plus verser dans le pessimisme le plus total, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Les banques, bon d'accord, elles ont des dépôts pour faire des prêts, mais elles se sourcent aussi ailleurs. Donc, ce n'est pas non plus la fin des banques. Mais par contre, c'est vrai que c'est la fin. En particulier en France, on a des banques qui ont la chance d'avoir plein de dépôts pas très chers et relativement stables, parce que ça, c'est une spécificité relativement française, que, par exemple, d'autres pays ne partagent pas. Eh bien, l'euro numérique peut provoquer effectivement plus de volatilité. C'est-à-dire qu'effectivement, de savoir au passage de l'un à l'autre, comment ça va affecter en fait la gestion de cette nouvelle composante. Et ça va sans doute effectivement augmenter le coût du refinancement du point de vue de la banque. Mais du point de vue de la Banque centrale, elle aussi, donc du coup, ça va lui introduire peut-être plus de volatilité. Bon, on va sans doute apprendre aussi à le maîtriser si jamais l'euro numérique est effectivement adopté. Mais il y a un autre aspect, c'est celui qui a été bien mis et réexpliqué, c'est qu'effectivement, pour ne pas menacer trop les banques, on va limiter le montant de l'euro digital. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On le voit bien avec les épisodes de troubles bancaires qu'on vient de vivre récemment. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, mes déposants n'ont plus foi dans les dépôts, c'est-à-dire ils ont comme là aux États-Unis, et hop, ils convertissent tous en digital euro. Est-ce que la Banque centrale va bloquer? Est-ce qu'elle va du coup les laisser convertir? Et ça, c'est un problème puisque c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui et qu'on verra donc demain. Donc ça, c'est quand même des composantes qui ne sont pas évidentes à gérer, parce que ça veut dire que finalement, la Banque centrale ne contraindra pas tant que ça. Elle va avoir des problèmes à vraiment mettre une contrainte qu'elle va respecter, parce que si en même temps, effectivement, elle veut protéger la stabilité, eh bien, elle va être comme aujourd'hui, elle injecte des liquidités pour faire face à des problèmes comme ça de crise de confiance, eh bien, au même titre, elle aura la même attitude en matière d'euro digital. Donc effectivement, l'euro digital, on l'a bien entendu, ça représente plein de perspectives, mais ça soulève aussi de nouveaux problèmes, bien évidemment, puisque c'est une innovation. On n'a pas encore expérimenté, enfin on fait des petites expérimentations, mais on ne l'a pas expérimenté à grande échelle. Et ça ouvre donc des questions qui, pour le moment, n'ont pas de réponse, mais qui sont effectivement très intéressantes. Il y a une dimension géopolitique qu'on a bien saisie, hein, comme je l'ai dit, les États-Unis n'ont toujours pas commencé, la Chine est en avance, et l'Europe, effectivement, qui ne veut pas se faire damer le pion, se dit « vaut mieux que j'y aille plutôt que de ne pas y aller ». Mais on voit bien que les États-Unis sont prudents, et la raison pour laquelle ils sont prudents, c'est, je pense, ça vient de cette innovation radicale où ils se disent qu'est-ce qu'on a vraiment à gagner, puisque par rapport à aujourd'hui, de toute façon, la monnaie banque centrale, elle est finalement relativement électronique, elle n'est plus tellement physique, enfin elle sera de moins en moins physique, elle est déjà électronique, c'est déjà le cas, c'est la partie des réserves avec banque commerciale. Est-ce qu'on a vraiment à gagner à aller sur un euro digital? Voilà. Est-ce qu'on ne va pas introduire plus d'instabilité par rapport à aujourd'hui? En fait, je pense que c'est au-delà de l'adoption, ce sera aussi un défi pour la Banque centrale de ce point de vue-là. Voilà. C'est passionnant, c'est très intéressant. Merci pour cette prise de hauteur. On a terminé les débats, donc merci à tous les panélistes pour vos apports, pour vos contributions, et merci à vous de nous avoir écoutés.